Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel SILS a 50 ans. Cette célébration coïncide avec l'ouverture ici à Bamako des travaux de la 37e journée de l'organisation. Les acteurs vont réfléchir sur les défis à relever dans le secteur de l'élevage qui fait face à l'insécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre des suivis des actions humanitaires, le ministre en charge de la question a réuni la grande famille humanitaire pour coordonner les actions afin de trouver une solution à la situation de Menaka. La région de Sikasso se classe 3e en pisciculture. Elle produit 1000 tonnes de poissons par an. Un potentiel qui se voit renforcé par l'introduction dans le secteur de cages flottantes circulaires, un dispositif innovant qui a une capacité plus élevée. Focus Santé nous parle ce soir du glaucome. Les symptômes, maux de tête, baisse de vision, pupilles dilatées. La maladie oculaire constitue la première cause de la cécité chez l'adulte. À suivre en fin d'édition. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir. Le Mali et la Mauritanie partagent plusieurs axes de coopération, en particulier dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'est pour renforcer cette coopération bilatérale que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu ce matin en audience Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie de la Mauritanie. Ce dernier était porteur des messages du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. Écoutons le ministre mauritanien à la sortie d'audience. Il est au micro de Mamadou Fani. L'honneur est reçu par le président de la transition du Mali, chef de l'État, M. Assimi Goïta, et lui transmettre le message de son frère, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, ayant trait à l'OMVS et à son développement. Le président a adressé à son frère, le président Assimi Goïta, ses salutations fraternelles, sa haute considération, ses vœux de prospérité pour le peuple malien, et l'a assuré de la détermination de la Mauritanie à renforcer la coopération avec le Mali et avec les autres pays membres de l'OMVS pour accélérer le développement de cette organisation commune dont nos pays dépendent si crucialement pour leur alimentation en eau, pour leur énergie, et nous espérons demain pour la navigation. Ouverture ce matin à Bamako des travaux de la 37e journée du SILS, comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. L'élevage face à l'insécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette journée, une façon pour l'organisation sous-régionale de réfléchir sur les problèmes de ce sous-secteur dans nos pays pour en envisager des solutions. La journée coïncide aussi avec l'anniversaire des 50 ans du SILS, une occasion aussi de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de l'organisation pour mieux se projeter dans l'avenir. Le compte-rendu de Moribo Mariko. Les vols de bétail, les difficultés de transhumance inter-État, l'incapacité d'accès au pâturage et aux points d'eau, les attaques des marchés à bétail, les conséquences de la crise sécuritaire sur l'élevage dans les États du Sahel en particulier et en Afrique de l'Ouest en général sont on ne peut plus dommageables. Une situation si préoccupante qu'il va falloir interroger pour trouver des solutions. Et à la faveur de cette 37e journée du SILS, comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, les États membres ont ainsi choisi de se pencher sur cette problématique sous le thème « L'élevage face à l'insécurité civile au Sahel et en Afrique de l'Ouest ». Le thème de cette journée dénote de la volonté du SILS et de ses pays membres à accompagner les initiatives de résilience des populations sahéliennes dans leur quête quotidienne pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, les crises sécuritaires sont devenues de plus en plus complexes et imbriguées, confinent une frange croissante de la population rurale régionale dans la précarité et la vulnérabilité.
Cette session est donc une opportunité d'approfondir la réflexion pour trouver des solutions aux difficultés qui se posent au sous-secteur de l'élevage. Un exercice donnant plus nécessaire que ce sous-secteur constitue les moyens de subsistance pour 30% de la population malienne, contribuant du coup pour 12% au produit intérieur brut. Et comme cette journée coïncide aussi avec les 50 ans du SILS, la journée en cela a été aussi le cadre idéal pour faire un bilan d'étape de l'organisation sous-régionale, mais pas seulement. Le plan stratégique 2050 en cours d'élaboration, basé sur les acquis du plan stratégique 2020, ambitionne de faire du SILS une institution sous-régionale technique accomplissant pleinement sa mission régalienne. La vision du plan stratégique 2050 est portée essentiellement sur les éléments ci-après. La contribution à la réalisation des ambitions stratégiques de développement des États membres, les domaines prioritaires de l'agenda 63 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable. Un SILS qui a su se réinventer au fil de son existence et s'adapter à l'évolution de ses États membres a fait savoir les ministres de l'élevage. Toute chose qui lui a permis de prévenir les crises alimentaires, mais aussi de mieux gérer les catastrophes naturelles. Le monde célèbre demain, 13 septembre, la journée de la propriété intellectuelle. Le Mali célèbre ce jour sous le thème « Propriété intellectuelle, levier de l'industrialisation et de la diversification économique en Afrique ». À cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, dans son discours, revient sur l'importance de la journée et les initiatives des autorités pour faire face aux défis de l'industrialisation. Les résumés de l'adresse du ministre avec Awa Ditma Kamara. Ces dernières années, les technologies transforment notre façon de travailler, de vivre et même de voir. C'est dire que nous sommes dans un monde interconnecté. Le lien est ainsi établi entre les technologies et l'économie afin de garantir un bon système de propriété intellectuelle. D'où une journée entière dédiée à la technologie et à la propriété intellectuelle. Cette journée, instituée en 1999 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine, est l'occasion pour les États, la société civile, les partenaires au développement, d'analyser les politiques, les stratégies et les pratiques impliquant la propriété intellectuelle et la technologie en vue de parvenir à une diversification de l'économie de nos États. Cette année, notre pays, à l'instar des autres, célèbre la journée sous le thème « Propriété intellectuelle, levier de l'industrialisation et de la diversification économique en Afrique ». Le choix de ce thème s'explique par notre ferme volonté de faire de la propriété intellectuelle un levier important du processus de développement industriel et de diversification des économies de nos États. Revisiter l'histoire de l'OAPI en relevant les différentes transformations à l'aune de ces deux principales missions. Beaucoup d'actions sont entreprises par les autorités de la transition pour relever d'énormes défis liés à l'industrialisation du continent et la diversification de son économie. Le gouvernement, dans sa politique visant au développement socio-économique de notre pays, a fait de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle un maillon essentiel pour le développement industriel, la création des richesses, des emplois et de la diversification de son économie. En marge de la célébration, des événements sont au programme, à savoir la célébration du 60e de l'organisation et la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante. Démarrage de l'atelier pour l'information géospatiale au Mali. Organisé par l'Institut géographique en collaboration avec les Nations Unies, l'atelier vise à outiller les participants sur les techniques de collecte et de traitement de l'information géospatiale. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Mamadou Fani. L'information géospatiale permet d'avoir un plan détaillé des situations et leur emplacement. Elle est importante pour toute prise de décision en matière d'infrastructures de développement. C'est ce qui motive le présent atelier sur l'information géospatiale. Le but est d'aider les autorités à obtenir les moyens d'intégrer une vaste gamme de services dans les prises de décision. Le Mali peut se transformer et ce grâce à l'information géospatiale. Cela nécessite des champions et un engagement de tous. De tout un chacun, vous pouvez être un ambassadeur de ce changement pour l'information géospatiale et c'est à vous de communiquer et convaincre au sein et en dehors de vos sphères d'influence. En retour, cela conduira à une amélioration des ressources et un renforcement des capacités
Le tout au bénéfice de l'environnement national de votre société, de votre économie et donc de votre environnement. La politique nationale de l'information géographique, le cadre géospatial et stratégique global, la gestion des données et leurs limites administratives au Mali sont entre autres thématiques qui seront abordées par les participants. Le présent atelier vient donc à point nommé en ce qu'il se déroule à un moment où les différents acteurs de l'information géographique évoluent en ordre dispersé au Mali comme partout ailleurs. Je vous exhorte à faire de cette importante initiative le point de départ d'un cadre d'échange et de partenariats productifs et bénéfiques pour la communauté géospatiale au plan national et à l'échelle internationale. À l'issue des travaux de 5 jours, les participants se familiariseront aux techniques de collecte et de traitement de l'information géospatiale. Deuxième session 2022 des journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière d'Ecofi à Bamako. Le cursus de Ecofi est le premier diplôme régional d'expertise de l'Afrique. Au cours de cette rencontre, les différents délégués vont réfléchir sur les valeurs de la profession de comptable et les standards internationaux. Reportage Adama Jimdi. Ces journées techniques sont organisées de façon tournante dans les pays de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, par la Commission régionale pour la formation des experts comptables et financiers. Initiée par l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, cette rencontre vise à renforcer les capacités des experts comptables stagiaires des pays de l'organisation sous-régionale. Cela en vue de faire de ces derniers de véritables professionnels de la comptabilité et de l'audit. Pour ce faire, plusieurs communications sont au programme. La rédaction des notices de mémoire, les entreprises en difficulté technique de détection et d'analyse, la continuité d'exploitation et les procédures d'alerte, l'organisation du cabinet contrôle qualité, la vérification des événements postérieurs à la clôture de l'exercice. Ces thèmes aussi importants les uns que les autres vous permettront de mieux vous présenter aux épreuves du DECOFI. Nous vivons une vraie intégration des esprits et des cœurs dans notre communauté qui est celle de l'UEMOA. Cette démarche de l'Ordre des experts comptables participe de la volonté des autorités de faire de cette matière un élément essentiel des finances et de l'économie. Le Mali, à travers l'ONECA, est honoré d'accueillir la deuxième session 2022 des journées techniques du diplôme d'Ecofi de l'UEMOA, organisée en collaboration avec le secrétariat permanent du diplôme à l'attention des experts comptables stagiaires inscrits en 3e année du cursus. Dans ce cadre, je voudrais vous dire que l'État du Mali, à travers ses départements en charge de l'économie et des finances, ainsi que de l'enseignement supérieur, témoigne par ma voix son engagement à accompagner la profession comptable pour le bon déroulement de ces journées techniques. Ces journées traduisent ainsi une réussite d'intégration de la profession de comptable de l'espace UEMOA. Et en image, le conseil d'administration de la Banque de développement du Mali, BDMSA, a tenu sa 78e session à Tanger, au Maroc, le samedi 10 septembre 2022, sous la présidence de Ahmed Mohamed Amani, président du conseil d'administration. Après adoption et examen des points inscrits à l'ordre du jour, le conseil d'administration a approuvé le procès verbal de sa 77e session et pris des décisions relatives à l'amélioration de la gouvernance au sein de la banque et à la poursuite de la mise en conformité de la banque avec les dispositions des circulaires de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le conseil d'administration a aussi procédé à l'arrêté des comptes individuels de la BDMSA et des comptes consolidés du groupe BDM qui affiche un total bilan de 1818 milliards de francs CFA et un résultat d'exploitation de 16,324 milliards au 30 juin 2022. Le conseil d'administration a pris bonne note de la tenue au mois d'août 2022 des sessions du conseil d'administration des filiales de la BDMSA, à savoir la Banque de l'Union Côte d'Ivoire, la Banque de l'Union Burkina Faso et la Banque de l'Union Guinée-Bissau.
Le conseil d'administration a félicité les directions générales et l'ensemble du personnel du groupe BDM pour les performances réalisées au cours du premier semestre 2022 dans un contexte économique particulièrement difficile. Il les a exhortés à maintenir le cap afin de réaliser des résultats meilleurs en fin d'année 2022. Le conseil d'administration a par ailleurs remercié le président de la BMCE, les administrateurs représentant la BMCE, la direction générale et l'ensemble de leurs collaborateurs pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire réservée à la délégation de la BDM-SA. Face à la situation humanitaire dans la région de Ménaka, le ministre délégué en charge de la question rencontre les acteurs du domaine. C'était cet après-midi. Il ressort de cette rencontre que la région de Ménaka est marquée par une insécurité généralisée accentuée par une détérioration de la situation humanitaire. Le compte-rendu de Ancheta Koulibaly. Les populations de la région de Ménaka vivent une situation humanitaire difficile, selon les déclarations liminaires du ministre en charge de l'action humanitaire. Une situation marquée par une insécurité généralisée. Tout comme Ménaka, beaucoup de localités du pays connaissent le même sort. C'est bien autour de cette problématique que se tient cette rencontre. Une rencontre qui réunit le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, les services techniques de l'État et les acteurs humanitaires. On a 11 096 ménages aujourd'hui qui sont déplacés dans la ville de Ménaka. Ces ménages sont constitués de 65 095 personnes. Individus qui aujourd'hui, hommes, femmes, enfants, tout confondus. Il y a eu des assistances. Vraiment, nous avons la situation de façon hebdomadaire, nous rendons compte de tout ce que les partenaires humanitaires, les organisations des Nations Unies apportent comme assistance. Et grâce à ça, aujourd'hui, la situation est relativement calme. Les besoins à couvrir sont très énormes et très complexes. Le ministre de l'Action humanitaire a tenu d'abord à saluer les efforts consentis par les partenaires et rappeler qu'il faut agir vite car la rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines. Je puis vous rassurer de ma disponibilité personnelle, de celle de mon département et l'ensemble du gouvernement à soutenir toutes les actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'existence de nos compatriotes. J'ose espérer que cette rencontre permettra de dégager des voies et moyens pour renforcer les interventions dans une véritable synergie d'action au bénéfice des populations vulnérables. Au terme de la rencontre, une mission conjointe se rendra dans les jours à venir dans la région de Ménaka afin d'apporter un élan de solidarité à la population. En troisième région, la pisciculture en cage flottante circulaire, c'est la principale innovation en matière de pisciculture pratiquée uniquement à Selingué. Ces cages circulaires ont une capacité plus élevée. Une seule cage peut recevoir plus de 30 000 alevins pour une production de près de 40 tonnes de poissons. On en sait un peu plus avec Moustapha Doumbia et Amadou Doulou. La région de Sikasso est une zone de grande production agricole, mais aussi une zone où la pisciculture se développe d'année en année. L'une des principales innovations en matière de pisciculture est l'introduction des cages flottantes circulaires, une expérience menée à Selingué dans le cercle de Yamfolila et dont les résultats sont aujourd'hui satisfaisants. C'est un nouveau dispositif de pisciculture que nous venons de commencer à Selingué sur le lac. Après les cages rectangulaires d'une capacité de 180 mètres cubes qui peuvent faire 7 à 8 tonnes de poissons, là nous avons des cages circulaires qui ont une très grande capacité de production, qui peuvent contenir 150 000 alevins et pour une récolte d'environ 150 tonnes de poissons. La pisciculture en cage circulaire est une première en région de Sikasso, voire au Mali. Elle a fait son introduction à Selingué il y a 2 ans grâce à la ferme piscicole Nkere qui évolue dans la production et la vente des alevins et du poisson. Les principales espèces concernées sont les carpes et les silures. Au départ, on avait trop de soucis avec les cages flottantes carrées. Les faire en galva, c'était vraiment compliqué. Et avec le vol des baruques, c'était pas facile à gérer. Et puis le vent qui cassait les cages parfois qui font partir les poissons. Donc sur ce, on a réfléchi autrement et à partir de ces recherches, nous avons trouvé ceci, une structure que nous avons voulu essayer.
La ferme Kéré utilise aujourd'hui 5 employés temporaires et produit environ 100 tonnes de poissons par an. Cette production implique l'assistance d'un agent de l'État qui veille au respect des normes. Notre rôle, c'est le suivi, l'appui conseil et la collecte des données. Et voir aussi les espèces qu'ils amènent, si c'est compatible à ce qui est dit dans les tests. La région de Sikasso est la 6e région de pêche du pays, avec un peu plus de 6 000 tonnes de poissons par an, et la 3e région de pisciculture, avec 1 000 tonnes de poissons. Les besoins de consommation de la région est estimé à 40 000 tonnes de poissons par an. Les activités de la première édition du camp des adorateurs du Mali ont débuté ce lundi au campus universitaire de Kabala. 2 semaines durant, des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique francophone vont échanger sur les sujets comme l'éducation, la spiritualité, l'adoration, les familles chrétiennes, les chants et danses. La finalité recherchée est d'outiller les jeunes pour servir les lieux de culte et d'être des piliers des églises. Boubacar Kanouté. C'est à travers chants, danses et méditation que le décor de la première édition du camp des adorateurs est planté. Durant 2 semaines, plus de 200 participants venus des différentes églises du Mali et certains pays d'Afrique se retrouvent dans une communion parfaite. Le but est de former des jeunes pour mieux servir le Seigneur à travers leur talent artistique. Autorités et organisateurs espèrent que ces jeunes tireront le meilleur profit de cette formation. L'objectif de ce camp est de s'asseoir au pied de la parole de Dieu, comme Marie au pied de Jésus dans la Bible, dans le livre de Luc, afin d'être enseignés, édifiés, pour une transformation réelle de la nouvelle génération de chantres dans le service de Dieu dans l'Église, et en faire également des bons citoyens dans la nation, dans le Maliban. Une joie justifiée par le rôle que joue la jeunesse chrétienne dans la consolidation de la paix et le renforcement du dialogue social et interreligieux. Aussi, il me plaît de vous dire toute ma satisfaction que vous avez massivement répondu à cette invitation pour prendre part à cet espace d'échange sur des thèmes d'une importance capitale. Le thème retenu pour la circonstance est « Connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir ». Plusieurs thématiques seront développées par les pasteurs maliens et étrangers venus partager leurs expériences avec ces jeunes. Nous voulons, lors de ces camps, accorder à cette jeunesse, à cette nouvelle génération, de n'avoir un cœur que pour toi et pour toi seul, afin que par les mélodies, les chansons, les rythmes et les danses, Seigneur, qui vont pouvoir être manifestés à chaque fois que ton peuple se rassemble, pour arroser la multitude réellement des nations, surtout notre nation, et de donner à l'Église réellement son vrai rôle sur la terre. Des prières formulées pour la stabilité du Mali, suivies des témoignages, donnent le ton de cette première édition du camp des adorateurs du Mali. Nous restons avec Boubacar Kanouté qui va nous parler cette fois-ci de la tenue de la première assemblée générale constitutive du mouvement Sentinelle du Mali-Croix, un mouvement qui entend appuyer les autorités de la transition dans leur combat pour la refondation et la souveraineté nationale. Au cours de cette assemblée générale constitutive, les membres du mouvement Sentinelle du Mali-Croix ont passé en revue les préoccupations du moment, qui sont d'ordre sécuritaire institutionnel. Ils renouvellent leur confiance aux autorités de la transition pour mieux amorcer les réformes entreprises visant à faire du Mali un reflet dans le concert des nations, avec des institutions solides portées par des hommes et des femmes déterminés pour son émergence. Ce mouvement dénommé Sentinelle Mali-Croix entend contribuer à poser les bases solides d'un Mali nouveau. C'est pourquoi notre vision de la transition est une transition de rupture et de refondation. Le mouvement Sentinelle se veut un cadre de veille citoyenne qui appelle tous les Maliens au sursaut national pour transcender les défis du Mali-Croix. Son Excellence Assimi, dans un langage très apaisé, a demandé à la jeunesse de nourrir l'initiative de créer les sentinelles pour veiller sur les acquis du Mali-Croix. Et c'est à partir de ce discours que nous avons nourri l'idée de créer ce vaste mouvement de veille citoyenne, de veille de la jeunesse, pour concrétiser
les acquis de la transition, de la refondation du Mali et du Mali courant. Le mouvement Sentinelle Mali-Croix est implanté à ce jour dans toutes les régions du Mali et ses membres n'attendent pas arrêter en si bon chemin, martèle son président. Les chefs de village et des fractions de la région de Taoudéni viennent de recevoir leurs insignes, distinctions et certificats. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région, le général de division Mohamed Abdelrahman Ouldo Meidou. Reportage Shirfi Moulay Aïdara. Ils sont désormais certifiés et reconnus grâce à leurs distinctions et certificats réussis des mains des autorités régionales de Taoudéni. Les chefs de village, des fractions, jouent un rôle important dans la gestion des structures administratives de base. En tant que relais de l'administration, ils aident dans la gestion des affaires publiques et ils sont aussi les garants de la cohésion sociale, de la stabilité et de vivre ensemble. Nous sommes très touchés par ce geste du président de la transition. Cette initiative nous a beaucoup plu et cela nous donne le courage d'aller de l'avant dans ce qu'on est en train de faire. Mais nous demandons aussi aux autorités d'occuper le terrain afin que la région puisse être mieux sécurisée. Cette initiative des plus hautes autorités de la transition est saluée ici avec la plus grande satisfaction des représentants de l'État qui n'ont pas manqué d'exprimer aux chefs de village et des fractions la nécessité des armoiries de la République. Je vous rappelle, vous les présidents des cercles et vous les maires, de tout faire, donnant avant qu'on puisse occuper les terrains pour poser des actes concrets pour le développement des Taoudéni. Aujourd'hui, vous devriez mesurer la valeur et la place que l'État vous donne en vous remettant ces insignes et certificats. Vous devez incarner l'État, le défendre et le protéger. Désormais, votre chefferie sera identifiée grâce à ces symboles. Avec ces insignes et certificats, ces chefs de village et des chefs de fraction vont pouvoir dorénavant jouer pleinement leur rôle avec assurance. En 4e région, 75 élèves détenteurs du DF venus de toutes les académies d'enseignement du Mali viennent de boucler une visite de 3 jours. Ce voyage intégrateur est organisé par le ministère en charge du tourisme. Plusieurs ouvrages et sites touristiques ont été visités par ces élèves et leurs encadreurs. Les détails avec Fousseni Samake et Bassi Traoré. Ce voyage intégrateur est initié par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Il a permis aux 75 jeunes venus des 25 académies du Mali de visiter des ouvrages et des sites touristiques de la région de Ségou. Parmi ces sites, le barrage de Markala, moteur de l'agriculture en zone office du Niger, les 7 vestibules d'Oura Biton Koulibaly à Sekoro, capitale du royaume Bambara de Ségou. Dans un objectif global de relance et de repositionnement du tourisme, nous voulons faire ramener l'activité touristique dans notre pays, de développer la forme de tourisme interne et domestique. Et la frange de la société qu'on a mis en premier lieu, c'est la frange juvénile. Ce voyage intégrateur est une belle initiative. Après avoir fait l'histoire de Ségou à l'école, je me dis que c'est mieux vraiment d'être sur le terrain et de voir, de vivre la sensation. Les 3 premiers par académie d'enseignement au DF 2022 se sont ressourcés et ont acquis de nouvelles connaissances. C'est que ce barrage de Markala apporte dans l'économie de notre pays. Ces différentes visites leur permettent de s'enquérir davantage des réalités de leur pays. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est surtout de se consacrer aux études. Je leur ai dit qu'il est plus facile d'accéder au sommet que de s'y maintenir pendant longtemps. Le maintien, c'est l'effort. Donc il faut qu'ils poursuivent et qu'ils intensifient l'effort par rapport aux études. Autre temps fort de l'étape de Ségou, la plantation d'arbres dans la cour du groupe scolaire Banyou Boiré de Ségou dans le cadre de la protection de l'environnement et la culture de la citoyenneté. On en vient au point Covid. Ce 12 septembre 2022, les services de santé ont enregistré 15 cas positifs sur 443 tests réalisés. Actuellement, 40 patients sont guéris et 0 décès enregistrés. Et de nos jours, 442 personnes sont sous traitement. Et pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Maux de tête, baisse de vue, pupilles dilatées, ce sont les quelques signes annonciateurs du glaucome, maladie oculaire qui peut prendre différentes formes.
Le glaucome constitue la première cause de cécité chez l'adulte. Le glaucome, une pathologie chronique récitante, certes, mais contrôlable, nous dit Barakissa Ouattara dans Focus Santé. Le glaucome de Maïmouna Soumbounou a été détecté il y a plus de 30 ans, mais c'est en 1996 qu'elle perdra définitivement la vue. Un jour, j'étais sur la route, on dirait que c'est quelqu'un qui a mis du sable dans mes yeux. Mes larmes ont commencé à couler, mes yeux me grattaient, ça me brûlait. J'ai fait un jour comme ça, le deuxième jour, je suis allée à l'Utah. Il y avait un docteur qui était là-bas, qui s'appelle Dr Ba. C'est lui qui m'a fait les consultations. Il m'a donné le résultat qui c'est le tension glaucome. C'est la pathologie la plus fréquente en ophtalmologie. Le glaucome, cette maladie de l'œil toucherait plus de 20 millions de personnes dans le monde selon l'OMS. Ici, au Mali, on compte 5 millions de personnes. Il est le plus souvent causé par une pression trop importante à l'intérieur de l'œil, conduisant à une perte irréversible de la vision. Il y a différents types de glaucome. Donc, le glaucome peut se voir chez l'enfant, c'est ça qu'on appelle le glaucome congénital. Ça peut se voir également chez l'adulte. Donc, très généralement chez l'adulte, c'est le glaucome primitif à angle ouvert. Donc, si on prend chez l'adulte, le glaucome primitif à angle ouvert, il y a beaucoup de facteurs. Donc, c'est surtout l'hérédité qui joue énormément un rôle crucial dans la survenue du glaucome. Par exemple, si un glaucomaté dans la famille, donc la descendance peut avoir le glaucome, raison pour laquelle on dit aux gens de faire un dépistage précoce. J'ai un petit frère qui est là-bas. Lui, il a même fait le DEF, il a fait 2 ans à l'ITES. Après 3e année maintenant, un jour aussi, quand lui aussi il partait à l'école, il a eu le cas comme mon cas. Mais pour lui, vraiment, ça ne va pas du tout. L'âge, la myopie, le diabète, l'hypertension ou des antécédents obstétricaux sont des facteurs de risque du glaucome. Surtout au cours de l'accouchement. Est-ce que l'enfant a eu une souffrance fœtale? C'est vraiment à fuir. Est-ce que les conditions de l'accouchement sont respectées? Est-ce qu'il y avait des infections nosocomiales? Le glaucome se développe sans douleur. Les symptômes arrivent généralement très tard dans la maladie, ce qui veut dire que lorsque les troubles de vision apparaissent, c'est qu'il est fort probable qu'il soit trop tard, d'où l'intérêt de faire un dépistage précoce. Si on prend chez l'adulte par exemple, le glaucome, on dit que c'est une atteinte campiométrique, une atteinte du champ visuel. Donc ça entraîne une baisse d'acuité visuelle progressive. Donc cette baisse d'acuité visuelle peut évoluer sur des mois, voire des années. Mais c'est chez l'enfant, le signe caractéristique chez l'enfant, c'est surtout les larmoiements. Et vous allez voir que l'enfant a des gros yeux. Donc c'est ça qu'on appelle la biphtalmie. Le signe caractéristique même du glaucome, c'est l'apparition d'une excavation de la tête du nerf optique. Donc qui dit excavation, dit une dégradation d'une partie du nerf optique. Tout compte fait, le traitement s'impose. Il repose sur la prise de médicaments, la chirurgie ou sur le traitement au laser. À un stade très avancé du glaucome, malgré que les patients ne voient pas, on est obligé de traiter. Parce que le glaucome, si on ne traite pas, ça peut entraîner une élévation de la tension oculaire. Qui dit élévation va s'accompagner de douleurs. Donc, raison pour laquelle le traitement s'impose. J'ai fait le traitement pendant 15 ans. Je prenais un produit, Timoctol 0,50 avec le Diamox. Mais il y avait un moment, j'ai eu des problèmes, je n'avais pas d'argent pour acheter les produits. Et mes yeux sont captés comme ça. Bien vrai que le glaucome ne fait pas de discrimination, il a tout de même une prédominance sur le sujet noir. Il est 4 à 5 fois plus présent en Afrique qu'à l'Occident. Et cela s'explique par la prédisposition génétique des Noirs qui ont naturellement une tension oculaire un peu plus élevée selon le spécialiste. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.